absolument l'avis des représentants, c'était la meilleure façon de faire l'introduction de ce que j'ai à vous dire et d'en supporter la pertinence. Je dois vous dire que j'étais avec René Lévesque et Camille Lorrain quand nous avons étudié au Conseil des ministres la loi 101, qui est un événement majeur dans notre destin culturel. Je pense que si on ne l'avait pas fait, les chiffres que vous venez de voir là, qui sont déjà assez catastrophiques, auraient été insupportables. Sauf que nous avons cru de bonne foi que si les enfants de nos compatriotes issus de l'immigration fréquentaient les mêmes écoles que nos enfants, au primaire et au secondaire, tout naturellement, ils iraient au collège. C'est normal quand on arrive dans un nouveau pays qu'on choisit de vouloir s'y intégrer, et de toutes les façons, primaire, secondaire, collégial, surtout que le collégial est un niveau absolument crucial. Bref, on était trop optimiste, pour ne pas dire presque naïf. Et ça a pris un certain temps avant de réaliser que ce qu'on avait cru, qui au début a donné un certain espoir, a pris une tournure radicalement différente. Près de la moitié des enfants de la loi 101 issus de l'immigration choisissent le collège anglophone. Incroyable, inimaginable, aucun équivalent de ce phénomène sur la Terre entière. Alors ça vaut la peine de commencer à regarder les choses sérieusement. Quand je n'ai plus été pris par l'intense activité politique, j'ai eu le temps de lire tous ces rapports, et la plupart de ces rapports n'existaient pas auparavant. Et je suis devenu parfaitement convaincu qu'il fallait que la loi 101 s'applique également au cégep et que nos frères issus de l'immigration, les sœurs, aillent au même collège que nos enfants et petits-enfants. J'en suis sûr, et je milite pour cette cause, et je pense que le gouvernement du Québec, pas celui qu'on a là actuellement, qui est désastreux en tout, mais le gouvernement du Québec à venir passera au sable et fera ce qu'il doit faire. Et je vais essayer de vous expliquer ce que je crois être les fondements d'une telle attitude. Premièrement, le Québec n'est pas une race, c'est une nation. Et depuis son origine, cette nation est une convergence multiethnique vers un tronc culturel commun et une langue commune qui s'appelle le français. Il est venu 10 000 Français ici seulement. Et dès leur arrivée, ils ont fait ce que peu de colonisateurs ont fait, ils se sont métissés avec les Amérindiens. Les anthropologues prétendent qu'un Québécois sur deux traditionnel a des origines amérindiennes. Donc, rapidement, on a tourné le dos à l'ethnicité de notre nation pour en faire déjà ce qu'est une nation. Une nation, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui, généralement, partagent une langue commune, pas toujours, ont un passé commun, des malheurs communs, des bonheurs communs et des rêves d'avenir communs. Il y a encore quelques nations qui sont marquées par l'ethnicité, mais très rares. Et les nations modernes ne le sont pas. La France a comme président Nicolas Sarkozy, et 3 de ses grands-parents sur 4 ne sont pas nés en France. Est-ce qu'il est moins français que les autres? Des fois, on se portait à dire qu'il est plus. Le président de la première puissance du monde, Barack Obama, est-il moins américain que les autres Américains, même si ses racines ancestrales ne sont pas aux États-Unis d'Amérique? Alors, ce que je vous dis là n'est pas une originalité. Les nations modernes ne sont pas définies par l'ethnicité. Alors, je vous ai dit, on s'est métissé avec les Amérindiens dès le début. Et par la suite, à la conquête britannique, sont venus des Anglais, des Écossais, des Irlandais. Et déjà, là, il y a eu un mélange impressionnant parce que un Québécois sur 4 a des origines irlandaises. Et dans les militants indépendantistes les plus ardents, il y avait beaucoup d'Irlandais.
Pourquoi? Parce qu'il y avait des comptes à régler. Les premiers qui sont arrivés, là, les Irlandais ici, ne parlent pas anglais. Et certains d'entre eux, leurs descendants, ne parlent pas anglais encore. Non. Ils étaient rébarbatés par l'anglais. Ils parlaient leur langue d'origine, le gaélique. Une fois, il y a un journaliste de Toronto qui a appelé à la permanence nationale du PQ à Montréal en 1975, à peu près, avant qu'on prenne le pouvoir. C'est Mme O'Leary qui a répondu. Elle a dit, je voudrais tel renseignement. Elle a dit, je regrette. Il faut que vous appeliez à notre permanence à l'Assemblée nationale à Québec. Et là, c'est M. McAndrew qui a répondu. McAndrew dit, je voudrais bien vous donner l'information, mais je ne peux pas. C'est M. McRobert qui va vous la donner. J'ai parlé à McRobert, puis McRobert a dit, moi je ne parlerai jamais tant que mon patron Robert Burns, le leader parlementaire, ne m'aura pas donné l'autorisation. Le journaliste de Toronto était sûr qu'on se foutait sa gueule. Mais non, c'est ça le Québec. C'est ça le Québec. Et par la suite, après la Deuxième Guerre mondiale, des vagues d'immigrants d'Europe, de l'Ouest, de l'Est, en particulier, c'est la ville de Montréal qui a abrité le plus de survivants de la Shoah, ce malheur inexplicable de l'histoire humaine. Et il y a encore plusieurs survivants, même si ça fait longtemps, qui sont encore parmi nous. Le premier ministre du Canada, Mackenzie King, à qui on avait dit qu'il faut accueillir les Juifs persécutés en Allemagne, il avait dit « Non is too many ». Il ne voulait rien savoir. Nous, on les a accueillis. D'ailleurs, avec la communauté juive, il y a une petite histoire intéressante. Le premier député juif de l'Empire britannique, il s'appelait Ezekiel Hart. Il était élu où? À Trois-Rivières. Il était le seul juif de Trois-Rivières, évidemment. Ses filles allaient au couvent des Ursulines et étaient exemptées des cours de religion. Et quand il est arrivé à Québec, les Britanniques ont dit « No Jew here ». On ne peut pas être député quand on est juif. Ils l'ont retourné à Trois-Rivières. Les gens de Trois-Rivières l'ont réélu. C'est lui le premier député. Alors, pour vous dire là que, et petit fait que j'ai appris il y a quelques années, Ézéchiel, je savais ça depuis longtemps, j'ai appris il y a quelques années que son fils, avocat, a défendu les patriotes dans les horribles procès de 1837 et après. Et par la suite, plus tard, les immigrants sont venus, là maintenant, de toutes les parties. Il y a environ 200 000 Maghrébins vivant au Québec. On appelle Ville-Saint-Laurent Ville-Saint-Liban quand on veut rigoler. Et nos frères et sœurs venus d'Haïti, en très grand nombre, ont grossi les rangs de notre nation et ça continue. Alors je pense que je n'ai pas besoin d'aller plus loin là. Le Québec est une nation, il n'est pas une race. Avons-nous besoin des immigrants? Oui, on a besoin des immigrants. Pour une raison d'abord qui n'a rien à voir avec l'économie, pour une raison humaniste. Il y a des hommes et des femmes qui vivent dans des pays, à leurs yeux, invivables. Et ce sont des êtres humains, et souvent ils ont des diplômes dans des secteurs avancés, ils sont médecins, ils sont ingénieurs, et leur pays d'origine, hélas, ne leur donne pas la possibilité de s'épanouir. Alors, ils viennent ici, et c'est pour nous un devoir humain de les accueillir, sans compter les réfugiés, sans compter ceux qui sont victimes de persécution. Osvaldo Núñez, ancien député du PQ, un de mes amis, il a été viré de son pays du Chili quand il y a eu le coup d'État. Et puis on l'a accueilli à bras ouverts, puis il est devenu profondément québécois, puis il est devenu député du Bloc québécois. Et bien d'autres. Maca Cotto, c'est difficile d'être plus québécois que lui, et dit si j'étais né au Québec, je m'appellerais Marc Croteau. Alors, on doit accueillir fraternellement, puis on en a besoin économiquement. Après avoir eu une des démographies les plus actives de l'histoire humaine, si les Français s'étaient reproduits au même rythme que nous, il n'y aurait plus de Français que de Chinois. Parce qu'il y en est venu juste 10 000, puis à la conquête britannique, on était 70 000. Je comprends qu'on a été aidé par les Amérindiens, comme je l'ai dit, et de diverses façons.
Mais actuellement, il y a 15 millions de descendants de Québécois en Amérique, dont 8 millions au Québec et les autres aux États-Unis. Au New Hampshire, 40% de la population d'origine québécoise. Hillary Clinton, racine québécoise. Madonna aussi. Si on l'avait gardé, on aurait eu Céline et Madonna, les deux. C'est le record du monde. Déjà, Céline est seule des morts. L'organisateur d'Obama, durant la dernière campagne électorale, s'appelle David Plouffe. Oui. C'est pas un Écossais, ça, c'est sûr. Alors, tout ça pour vous dire que on s'est développé de façon très dynamique. C'est ça qui nous a sauvés. Et puis, là, il y a eu un effet pendulaire. De la plus haute natalité du monde, on est passé à la plus basse, avec les Japonais. Ça crée un maudit problème. Vieillissement rapide de la population, manque de main-d'œuvre, donc on a besoin d'immigrants. Mais tout cela dit, s'ils ne sont pas parfaitement intégrés, ça devient pratiquement suicidaire. Vous avez vu les chiffres? Bon. Et c'est un devoir de les intégrer. Pourquoi? Quelles sont les premières victimes de la non-intégration? Les immigrants eux-mêmes. On ne peut pas être ni policier, ni pompier, ni commis de banque, ni médecin, ni dentiste au Québec si on ne parle pas la langue nationale. Alors, les premières victimes de la non-intégration et de ce qu'on appelle le multiculturalisme, qui est une doctrine perverse. Il y a seul le Canada qui a mis le multiculturalisme dans sa constitution, aucun autre pays. Et les pays qui avaient naïvement commencé à le pratiquer commencent à s'en repentir. Hein. Vous avez entendu les Britanniques dernièrement, les Hollandais, les Français, Angela Merkel il y a un mois, qui dénonce le multiculturalisme et ses ravages. Pourquoi? Parce que ça conduit au ghetto et à la non-intégration. Moi, je veux être solidaire de mes compatriotes que je rencontre sur la rue. Je ne veux pas qu'ils soient dans des ghettos ethniques à préserver leurs propres intérêts sans penser aux intérêts du Québec. Donc, intégration. Priorité. D'abord par la langue. Et ça, la loi 101 l'a fait quand même assez bien. Ils sont obligés d'aller à l'école primaire et secondaire. Remarquez que quand ils arrivent ici à 25 ans, ils ne sont pas touchés d'aucune espèce de façon. Pas à l'école. Leurs enfants iront, mais pas eux. Alors là, il y a un problème. L'intégration commence par la langue. Pour les enfants, ça peut bien aller. Pour les adultes qui arrivent ici, à cause de l'attraction fantastique de l'anglais, là. N'oublions pas ça. C'est devenu une espèce d'espéranto des temps modernes, là. J'étais à Lyon la semaine dernière, en France. J'ai été absolument scandalisé. Je vais écrire au maire. Leur slogan publicitaire, c'est « Lyon Only ». Ils jouent avec les lettres de Lyon. Des affiches en anglais partout dans la ville. C'est vraiment de la négligence. Hein? D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui trouvent que c'est le Québec qui est exemplaire. Et qu'on leur a rendu certains services. On les a réveillés à plusieurs reprises. Et je crois qu'ils vont se réveiller. Il y a quelques années, Jacques Chirac est allé à une conférence à Bruxelles, l'Union européenne. Et puis, le président du Conseil national des patrons français a commencé sa conférence. Ça faisait un quart d'heure qu'il ne parlait qu'en anglais. Chirac s'est levé avec 3 de ses ministres, puis a sacré son cœur, comme on aurait fait au Québec. Alors, on peut aider à les réveiller. Mais l'attrait de l'anglais est très utile, en même temps que très perfide.